Bonjour Jean-Pierre Masson, bienvenue. Bonjour. Vous Bonjour. êtes le directeur d'Inverto France, c'est la filiale du Boston Consulting Group qui est spécialisée dans les achats et la chaîne d'approvisionnement. Et vous avez réalisé une étude sur les achats durables qui va nous permettre d'éclairer les conséquences de cette donc, nouvelle directive européenne sur le devoir de vigilance. Mais j'aime bien faire de la pédagogie dans cette émission. Rappelez-nous en quelques mots ce qu'est le devoir de vigilance. Le devoir de vigilance s'inscrit dans la transition de l'Union européenne dans une économie plus durable. Donc elle va obliger les entreprises de l'Union, mais également les entreprises qui ont une activité commerciale dans l'Union européenne, de s'assurer des droits humains, du respect des droits humains, mais également de limiter les impacts de leur chaîne d'approvisionnement sur l'environnement. Ouais. Alors, ce devoir de vigilance, il existe depuis plusieurs années. Elle change quoi, la directive qui a été adoptée début décembre ? La directive européenne donne un cadre beaucoup plus harmonisé pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Donc, effectivement, ce devoir de vigilance a des formes plutôt hétérogènes aujourd'hui au sein des différents marchés. On en retrouve un également en France. On en a un qui démarre uniquement là maintenant le 1er janvier 2023 en Allemagne, qui s'appelle le Supply Chain Act. Pour la France, ce qui est différent, on dira que ce sont les critères d'assujettissement des entreprises. Donc en France, pour le moment, ce sont uniquement les grandes entreprises qui sont impliquées, donc les entreprises ayant plus de 5000 salariés en France, ou 10 000 dans le monde. Est-ce que c'est plutôt sur les achats ou la politique d'achat que porte justement la responsabilité de cette mise en conformité ? Les achats se retrouvent effectivement au centre des entreprises pour mettre en application ce devoir de vigilance. Les achats et la supply chain. Donc, puisque les achats se retrouvent effectivement dans le cadre de la construction de cette chaîne d'approvisionnement, en collaboration avec les partenaires commerciaux, avec les fournisseurs, pour construire cette chaîne d'approvisionnement. Alors, vous avez justement réalisé une étude sur les achats durables, le point de vue des entreprises face à ces enjeux. Peut-être la leçon générale de cette étude, c'est quoi ? La leçon générale, c'est que les entreprises ont commencé à se transformer pour de mieux en mieux considérer cet impact de développement durable et de croissance durable au sein de leur politique. Néanmoins, on voit encore certaines disparités d'une industrie à l'autre. Par exemple, on voit que sur l'aspect de l'intégration dans les spécificités ou dans les cahiers des charges, ne sont pas systématiquement intégrées des clauses de développement durable. Alors, il y a des éléments qui sont vraiment intéressants dans cette étude. Par exemple, les entreprises qui disent on est à 66%, on gère les problématiques de développement durable uniquement parce que la législation les y oblige. Oui, effectivement. Donc c'est à la fois, on peut se dire c'est dommage, il faudrait avoir une volonté, mais bon. Mais surtout, c'est intéressant sur le levier réglementaire, l'importance finalement du levier réglementaire, que ce soit au niveau de l'État français ou au niveau européen. Le levier réglementaire aujourd'hui donne cette impulsion aux entreprises, mais aujourd'hui elles prennent conscience aussi, il y a une véritable prise de conscience que ce levier réglementaire et que le développement durable et les impacts environnementaux deviennent un effet aussi de croissance pour ces entreprises. Et ce que donnera justement comme impulsion cette directive européenne, c'est de devenir aussi un acteur de ce changement, un acteur et aussi différenciant pour les entreprises dans le cadre de ces développements. Mais est-ce que vous allez jusqu'à dire que cette directive, c'est une opportunité, notamment pour les entreprises françaises ? C'est évidemment une opportunité, puisque les entreprises de l'Union européenne, les entreprises françaises auront justement cet argument et ce critère différenciant pour s'imposer comme un partenaire privilégié, un partenaire commercial pour nos entreprises. Je ne sais pas si on a la comparaison, le benchmark sur ces questions-là, mais est-ce que les entreprises françaises sont plutôt mieux disantes ou un peu plus avancées face à ce devoir de vigilance que d'autres entreprises européennes ? On trouve par exemple dans les pays nordiques une certaine avancée. On voit effectivement en Allemagne ce Supply Chain Act qui se lance. On a en Angleterre, certes pas l'Union européenne ou plus l'Union européenne, on voit effectivement aussi ce qu'on appelle le Modern Slavery Act, plutôt centré d'ailleurs sur le respect des droits humains. Donc la France n'est pas nécessairement en avance. Pour autant, elle est dans ce mouvement. Alors, il y a un autre élément de l'étude qui m'a beaucoup intéressé, cette idée, le principal objectif en développement durable, pour 75% des entreprises interrogées, c'est de faire adhérer leurs fournisseurs à un code de conduite, ce qui peut paraître peu astreignant alors que leur responsabilité civile est engagée. Ça, c'est vraiment, je cite votre étude. Il y a deux éléments. Il y a la notion de responsabilité civile, on va y revenir, mais il y a le fait de déléguer finalement ce devoir de vigilance aux fournisseurs. Est-ce que c'est un réflexe parfois ? Est-ce que ça
pose pas un souci. On sait bien, on en parle souvent dans cette émission, que ces engagements en matière de développement durable, de RSE en général, ils sont scrutés. Ils sont scrutés par les talents, ils sont scrutés par les ONG, ils sont scrutés même par les investisseurs. Donc il y a quand même une question de cohérence. Je ne parlerai pas de délégation, mais plutôt d'intégration. C'est-à-dire que quand on parle de chaîne d'approvisionnement, on parle évidemment de ce maillage et de cette collaboration entre les partenaires commerciaux, les filiales, les fournisseurs, aussi bien de services que de matières premières. Donc ce maillage prend en fait sens avec ce devoir de vigilance. Donc ce devoir de vigilance va simplement mieux faire collaborer aujourd'hui ces acteurs pour délivrer en fait justement ce devoir de vigilance. Et puis alors dans cette citation, il y a un élément, attention à ne pas se dire on délègue donc on est tranquille, quoi. La responsabilité civile est engagée. C'est clairement pas de la délégation, puisque la responsabilité civile reste sur l'entreprise qui y est assujettie. Donc sa responsabilité civile est engagée. Et ce qu'apporte notamment ce devoir de vigilance, autant en France, on parlait de la France tout à l'heure, autant la charge de la preuve devait être portée par la victime ou les ONG qui portaient le dossier. Dorénavant, à travers ce devoir de vigilance, l'entreprise sera elle-même sous la responsabilité de porter cette preuve. Vous conseillez au BCG, mais aussi chez Inverto France, des grands groupes, des ETI, des entreprises de taille intermédiaire. C'est forcément disparate, le degré de préparation. Il y a vraiment des très grandes différences. Il y a des différences, et il y a des différences puisque les activités ne sont pas les mêmes. Donc on voit bien qu'un industriel du textile, avec ses approvisionnements de coton, de fil ou de tissu, ou un fournisseur de services type de transport, n'est pas nécessairement impliqué de la même manière sur ces obligations de devoir de vigilance, et parce que leur activité et l'activité de leurs sous-traitants ne se matérialisent pas avec les mêmes impacts sur les devoirs de respect humains et également environnementaux. Alors c'est peut-être une erreur, mais est-ce que plus on est grand et plus on est globalisé, mondialisé, plus on a dû intégrer le devoir de vigilance depuis longtemps? Oui, parce que effectivement, donc on retrouve plusieurs réglementations à travers différents pays qui fait que pour se mettre en adéquation au maximum de l'ensemble de son commerce mondialisé, il fallait se mettre au meilleur niveau. Alors là aussi, la réponse peut pas être monolithique, mais ça prend combien de temps de se mettre en conformité face à ce devoir de vigilance? Ça prendra quelques temps. Déjà, ce devoir de vigilance... En mois, en années? Ça se passera en plusieurs mois, probablement quelques petites années. Mais donc ce devoir de vigilance, aujourd'hui, il a été voté au Conseil européen. Il passe au Parlement. Les négociations commencent au Parlement à partir de l'été. Et ensuite, donc, ça solidarisera les États de l'Union européenne autour de ce devoir de vigilance. Mais ce ne sera qu'ensuite que ce devoir de vigilance s'inscrira et se découlera au sein de la loi de chacun des États membres. Avec, évidemment, je reviens à la question des groupes, des grands groupes globalisés. C'est la difficulté quand on a des réglementations, même des cultures, des religions, pour dire les choses différentes. C'est comment donner une cohérence à ces engagements, parce que le devoir de vigilance, vous nous l'avez dit, rejoint les engagements en matière de développement durable ou des engagements. Les entreprises, elles doivent l'anticiper, c'est-à-dire qu'on s'inscrit dans ce mouvement, les entreprises l'anticipent, et nous les accompagnons justement sur 3 niveaux. Sur un premier niveau qui est sur la définition des produits, la définition des services, comment mieux intégrer ces critères de devoir de vigilance dans cette définition. Sur un deuxième niveau qui est plutôt autour justement de la définition de la création de ces chaînes d'approvisionnement, quels fournisseurs, quels partenaires commerciaux, et sur un troisième niveau, le pilotage de cette performance. Et alors, si on va au contraire, on est parti du plus grand vers le plus petit. Il y a forcément une question de moyens, donc, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur la délégation aux fournisseurs. Pour une petite entreprise, c'est forcément plus difficile de se mettre en conformité, ou pas forcément, justement parce qu'elle est à son niveau. Elle sera embarquée dans un mouvement global, donc elle bénéficiera de ce mouvement. Mais alors on va en laisser certaines sur le il est prévu dans cette directive, en tout cas il est demandé, il est attendu des plus grandes entreprises d'accompagner les plus petites. Donc il est explicitement justement prévu et attendu des plus grandes entreprises de faire cet accompagnement. Dernier mot, si on parle aussi de la chaîne de valeur d'un produit, parce que finalement ça se rejoint, transformer la chaîne de valeur d'un produit et s'assurer du respect du devoir de vigilance sur l'ensemble de la chaîne, ça peut être un casse-tête. Ça l'est, puisque donc on parlait des différentes industries, donc la complexité aujourd'hui d'une supply chain peut être extrêmement complexe. Donc si on part dans l'industrie pharmaceutique, entre les principes actifs, entre le packaging, entre
entre le transport, les entrepôts qui sont étalés à travers le monde. Donc effectivement, ça peut être une complexité accrue. Donc c'est pour ça que d'avoir un cadre plus harmonisé permettra cette avancée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat, les créatrices d'avenir à l'honneur.